Bonjour tout le monde et re-bienvenue au Show des entraîneurs, un podcast présenté par des entraîneurs pour les entraîneurs. Aujourd'hui, c'est gros show. Gros show. Je suis votre hôte, Coach Cham, et aujourd'hui, on vous a fait un gros show. On reçoit Nicolas Bibic, qui est physiothérapeute. C'est bien ça, avant que je dise n'importe quoi? Oui, exact, c'est ça. Bon. On est toujours avec mon cher Coach Gab à ma droite aussi. Habituellement, on est un en face de l'autre, on est ensemble aujourd'hui, c'est le fun. Oui. Aujourd'hui, on rencontre Nicolas pour parler d'un nouveau métier, en fait, physiothérapeute. On a l'habitude de parler de coach ici. Aujourd'hui, je veux qu'on parle de ton milieu. Je veux voir aussi, surtout, est-ce que c'est quelque chose qui peut être cool pour un coach, futur coach qui nous écoute à la maison pour savoir, c'est peut-être la direction qu'il voudrait prendre. Parce qu'on parle souvent, nous autres, d'un côté humble dans le coaching, ce qui veut dire que si tu n'es pas capable de faire quelque chose, exemple, tu as un client blessé devant toi, si tu n'as pas fait les études pour faire ça, fais-les pas. Right? On s'entend pour ça. 100%. Fait que moi, ce que je veux savoir avec toi, premièrement, c'est quoi le titre physiothérapeute? Un physiothérapeute, dans le fond, côté éducation. J'étais allé à l'université. C'était un programme bac et maîtrise. Fait que pour arriver là, j'ai fait mon secondaire 5, cégep 2 ans et 5 ans, 4 ans et demi, 5 ans d'université. Fait qu'il y a quand même une coche, beaucoup d'études à faire. Ouais. Fait que c'est ça un peu. C'est un professionnel de la santé. Nous, on prend en charge les blessures musculo-squelettiques et, suite à une évaluation de toutes les déficiences et les problèmes de la personne, on établit un plan de traitement qui va d'habituellement être un mélange de thérapie manuelle et d'exercices de conseil et d'éducation surtout. Okay. Et en tant que physio, il y a plusieurs spécialités aussi. Il y a des spécialités autant de comme la physio pilates à du monde très, très thérapie manuelle musculo-squelettique qui ressemble quasiment comme des manipulations, beaucoup de mobilisation vertébrale. Puis il y a beaucoup de personnes qui font aussi très, très fonctionnel, beaucoup d'exercices, beaucoup de retour au sport. Fait on touche un peu à tout ça. OK. Moi, ce que je veux savoir principalement, toi, Gab, t'entraînes depuis plusieurs années. Ouais. OK? As-tu eu des clients déjà qui t'ont dit « je suis blessé » puis t'as volontairement décidé de ne pas poursuivre l'entraînement avec eux autres ou de ne pas prendre ce client-là justement parce que tu te sentais pas apte à pouvoir coacher cette personne-là? Ça m'est pas vraiment arrivé. J'essaie de trouver un exemple, mais non. J'ai fait, pas assez, mais quelques formations par rapport au rehab aux blessures. Étant blessé moi-même, je fais beaucoup de recherches là-dessus. Puis j'ai en général toujours pu aider quelqu'un, mais aussi je vais toujours, ou quasiment toujours, le référer à un autre professionnel, dans le style d'un physio, d'un ostéo, un masso, jamais ce qu'il faut. Parce que j'ai pas de problème à dire que toi, exemple, ton problème à l'épaule, je peux faire un certain type de coaching pour idéalement l'améliorer, mais il faut avoir quelqu'un qui est plus professionnel, qui est plus qualifié là-dessus pour pouvoir t'aider à régler ce problème-là. Okay. Fait que j'ai jamais eu de méga gros problèmes que je suis comme « Ah, ça, je sais pas quoi faire » parce qu'en général, les blessures reviennent quand même généralement les mêmes. C'est avec des petits détails près, mais en général, c'est le genou, l'épaule, des affaires qui se ressemblent. Fait que j'ai jamais eu de problème avec ça, mais j'ai avoir peur de dire va voir un physio, va voir un ostéo pour faire les deux en même temps, puis que lui, justement, il me ramène des conseils que je vais pouvoir utiliser. Comme en fait, ça donne, c'est avec Nick que j'ai référé des clients. Okay. Elle me prévient, voici le plan qu'il me fait, est-ce que je suis censé faire? Parfois, on modifie tes entraînements pour pouvoir les inclure. Moi, je suis peut-être momoune un peu. Là. Moi, je suis quelqu'un qui n'est pas très casse-cou dans la vie. Fait que j'ai jamais eu besoin... En fait, je me suis jamais blessé, point. Ouais. Fait que j'ai jamais eu besoin d'un physio en général. Ton type de clientèle en ce moment, évidemment, je sais que ça dépend pour chaque personne. Nous, on l'a dit dans l'ancien podcast, on coach plus monsieur, madame, tout le monde. C'est ce qu'on aime coacher. Puis on recommande aux gens à la maison. J'en vais tout le temps sur le côté humble parce que je pense que c'est important qu'on ait notre clientèle. Pas essayer de viser la terre entière, premièrement, autant d'un point de vue où est-ce que c'est mieux pour un travailleur autonome ou pour une business pour faire de l'argent de viser quelqu'un en particulier. Ouais. Toi, de ton côté, c'est quoi ta clientèle présentement? Ouais, ça fait à peu près 1 an que j'ai commencé. Fait que je touche un peu à tout, mais en tant que dans un gym, je dirais que j'ai pas mal une clientèle plus athlétique. Okay. Athlétique, ça veut juste dire monsieur, même tout le monde qui veulent mettre les efforts nécessaires pour être en forme. Ça veut pas dire un athlète élite qui va aller aux Olympiques. C'est juste, je veux quelqu'un avec une certaine drive, qu'on va bien comprendre le plan, on va bien travailler ensemble pour arriver à ses objectifs d'un point de vue physique. Puis dans ma clientèle, en ce moment, ce que je trouve hot, c'est justement, j'ai des jeunes de 15 ans jusqu'à une madame de 92 ans. Fait que c'est le fun parce que... 92 ans. Ouais, 92 ans. Puis j'en ai juste une, mais je veux dire, comme... C'est le fun parce que les mêmes objectifs restent, c'est retrouver la fonction pour tout le monde, mais le degré de fonction va être différent dépendant de où tu es dans ta vie. Madame de 92 ans, c'est vraiment d'être capable de rester chez elle autonome ou le plus autonome possible. Okay. Puis mon jeune de 15-20 ans, il a un sport en particulier, il veut retourner lifter. Mais ça revient toujours à la fonction. Fait que c'est ça qui est le fun. Je trouve ça cool d'entendre ça. Je vois une histoire de même de madame de 92 ans. Quand même, on entend ça rarement. Souvent, c'est je suis blessé, je suis ça. Mais là, dans ce cas-ci, c'est de justement
poursuivre à être Exact. au top de sa forme malgré son âge. Ouais. Ça, je trouve ça vraiment des belles histoires. Puis aussi, je dirais que de plus en plus, oui, les personnes que je vois sont blessées, mais j'essaie d'apprendre au monde que tu n'as pas besoin d'être à 100% blessé pour voir un physio. Ça peut être, est-ce que tu fais un mouvement comme il faut? Est-ce que tu viens recruter le bon muscle quand tu le fais? Est-ce que tu bouges correctement? Est-ce que, tu sais, vaut mieux prévenir que guérir un peu? Ça ne veut pas dire de le voir aux semaines juste pour le voir aux semaines. C'est juste comme le suivi de physio. Oui, c'est exercice terrain manuel, mais c'est aussi un step back global sur ton plan en général. Puis qu'est-ce qu'on peut faire au cours des prochaines semaines sur nos objectifs? Qu'est-ce qui est mieux? C'est beaucoup de conseils, beaucoup d'éducation. Fait que je crois qu'il y a une demande pour ça aussi. Très cool. Avant de continuer, je veux juste vous dire à la maison qu'on le dit à chaque fois que si vous appréciez le podcast, autant si vous apprenez des choses avec nos invités, avec les gens qu'on reçoit, ou je suis avec Gab, sa grand gueule, si vous apprenez des choses aussi, juste ça vous entertain, vous pouvez juste partager le podcast. On fait tout le temps ça de façon bénévole. Le but, c'est d'avoir du plaisir. On a du fun à faire ça, honnêtement. Mais si vous voulez partager, pour nous, c'est comme une petite paye. Puis aujourd'hui, je voulais rapidement plugger un de mes produits qui est Dopamax, qui est un produit nootropique. On n'en parle pas pendant longtemps. Les gars, en arrière, sa production capote sur le produit ben raide. Il nous manque Vincent aujourd'hui qui m'en parle à tous les foutus jours. Vous autres, les gars, connaissez-vous un peu ça, les nootropiques? Ben oui. Toi, t'en as parlé un peu. Toi, tu connais-tu un peu les nootropiques? J'ai pas tant pris de suppléments dans mon passé d'entraînement. Donc. C'est vraiment des suppléments pour les fonctions cognitives. Fait que j'en parle pas plus. Si vous allez lire sur le produit Dopamax, c'est vraiment un beau petit mix pour les fonctions cognitives pour être plus concentré, avoir plus d'énergie. J'ai bien du fun, puis moi, en ce moment, je suis le temps allumé bien raide quand je fais ce podcast-là. On a parlé avant le podcast, Nicolas, on a parlé de ton ancienne carrière un petit peu de coach. Donc, tu as entraîné pendant plusieurs années avant de faire tes études. C'est quelque chose, justement, qui t'a orienté naturellement vers la physiothérapie? Y a-t-il quelque chose qui est arrivé dans ta carrière de coach? Je sais que tu es jeune quand même aussi, donc dans ta jeune carrière de coach qui t'a réorienté vers la physio? Parce qu'il y a des gens à la maison, comme on a déjà parlé, qui veulent être entraîneurs ou qui le sont déjà. Puis des fois, ils sont perdus un peu. Ils ne savent pas nécessairement leur niche, ils ne savent pas où ils s'en vont. Peut-être qu'ils veulent retourner ou continuer leurs études. Qu'est-ce qui, toi, a fait comme le boom de « je ne veux pas nécessairement continuer juste à coacher, j'aimerais ça aller en physio ». Je crois que c'est une combinaison de plusieurs choses. Moi, à la base, ma mère est physio aussi. Ça l'aide quand même. Ça l'aide quand même. Malgré qu'on fait des choses complètement différentes, j'ai quand même eu qu'est-ce que je peux amener de plus dans ça. J'ai aussi un passé d'athlète assez... j'ai fait beaucoup de choses au niveau de CrossFit, entraînement fonctionnel. Fait que cette combinaison-là, puis le fait que j'ai juste étudié fort tout le temps, c'était plus ça. J'ai coaché aussi on the side, plus durant mes études. Ça m'a aidé surtout pour spotter, puis j'ai pris beaucoup de formation sur ça aussi, plus pour spotter des dysfonctions au mouvement. J'essaie toujours de commencer à regarder comment la personne bouge avant de regarder comme articulation par articulation, mettons. Fait que j'aime le coaching pour ça, la façon qu'on analyse le mouvement. Mais pour être physio, je crois que c'est plus des facteurs familiaux, entraînement, qui m'ont plus poussé pour faire ça. Puis souvent, je sais qu'il y a comme, il y a plusieurs différents titres professionnels. Je veux dire, nous, on est entraîneur privé. Gab est, comme on peut dire, naturopathe avec toutes les formations que tu as faites au final. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas nécessairement dans quelle lignée aller vers kin ou vers, comme physio. Je sais que les kin font aussi un peu de rehab vu leur connaissance de ça. Tu dirais que c'est quoi la principale différence entre toi et un kin dans justement comme la science de tout ça, dans le côté, j'ai un client qui est blessé dans mon bureau, qu'est-ce qui avantage un physio vis-à-vis de tout ça? Le kin, si je comprends bien, son parcours académique, vraiment, ça dépend des écoles, parce que il n'y a pas d'ordre, fait que c'est vraiment différent selon l'école que tu es. Dépendant de l'école puis la formation que tu as suivie, ils vont plus être axés sur la prévention, plus sur la santé en général, ou un point de vue plus biomécanique. Mais en physio, on a 4 ans et demi pas mal juste sur la biomécanique, puis comment que ça bouge, puis reconnaître des pathologies aussi. Il y a quand même un facteur, parce qu'on est intervenant en première ligne, on appelle tout ce qui est drapeau rouge, tout ce qui est éliminé, ce qui est néfaste. Là, on s'entend que ça arrive rarement, mais en tant que quelqu'un qui vient dans ton bureau pour la première fois, il faut être sharp, il faut être capable d'identifier la pathologie, si c'est néfaste, puis référer à un professionnel plus médical comme un médecin ou autre, si jamais on voit que c'est ça. Fait il y a cette différenciation-là qui nous fait un peu plus le professionnel clé dans cette situation-là. Par contre, je dirais que le kin serait très bien pour appliquer un programme, dépendant de justement ses formations, un rehab, puis c'est pas n'importe quel kin non plus, il faudrait vraiment aller chercher quelqu'un qui comprend ce qu'on fait. Mais, mettons que je travaillerais avec un kin, ben, je ferais l'évaluation, je ferais tout ça, puis ça serait complémentaire, ça serait pas et ou ça peut être complémentaire. C'est comme, au contraire, quand je suis des personnes avec Gab, moi, j'aime ça avoir un entraîneur dans le milieu parce que j'ai pas besoin de faire l'entraînement de la personne. Puis dans moi, ma façon de voir les choses, moi, j'ai toujours pensé que la rehab devrait être son entraînement. Je veux pas
motiver son entraînement. Je veux comme que ce qu'il fait en entraînement l'aide autant pour sa forme que sa blessure. Fait que le fait que tu as un entraîneur qui s'occupe de ça, moi, je te dis quoi ajuster. Si je truste assez l'entraîneur pour faire la job, il travaille autour de ça, puis c'est le fun parce que moi, ça m'allège la tâche aussi. Okay. Fait que c'est plus comme ça que je le vois. Là. Si on parle justement de ta façon de faire de la rehab, généralement, on parle beaucoup de mouvement. On parle, tu sais, comme je sais que tu aimes beaucoup faire de la rehab avec le mouvement en général, je sais qu'il y a plusieurs différentes idéologies justement là-dessus. Comment t'expliquerais justement comme tes méthodes principalement? Qu'est-ce que tu fais pour aider un client qui rentre blessé dans ton bureau? Moi, jeune dans ma carrière, j'essaie d'avoir le plus d'outils possible dans ma boîte à outils. Puis, par exemple, autant que je suis très, très fonctionnel, très ça, mais j'aime l'autre extrême de... en ce moment, je suis en train de poursuivre des niveaux de thérapie manuelle avec l'Association canadienne de physiothérapie pour aller chercher des titres assez plus avancés avec des heures et des heures de formation. Fait que, autant que je vais regarder quelqu'un globalement, que quand je vais être capable de zone in sur la zone précise, je vais être capable de savoir qu'est-ce qui bouge bien ou mauvais. Fait qu'à l'intérieur de l'heure que je vais voir la personne, je vais autant le traiter, des mobilisations, manipuler au besoin. Puis, par contre, je réserve tout le temps du temps à la fin pour retourner, puis comment il intègre ce qu'on a fait localement dans un mouvement plus global. Okay. Parce que si l'intégration se fait pas, ça ne marchera pas dans un entraînement. Okay. Puis au contraire, si la partie précise n'est pas réglée ou améliorée, il ne pourra pas l'intégrer adéquatement. Fait que tout le temps un rapport à comment on l'intègre par la suite. OK. Tu vas-tu justement prendre, par exemple, tu aurais travaillé avec quelqu'un avec Gab qui lui fait un programme. Est-ce que tu vas justement des fois te baser sur ce programme-là pour y aller avec ta thérapie personnelle au niveau de... Non, pas tant. Je ne vais pas regarder son programme à part si tu me dis, comme j'ai commencé un programme de squat puis j'ai mal. Okay. Tu sais, là, il y a beaucoup de questions d'entraînement qui vont avoir avec le volume puis la charge. Tu sais, c'est clair. La majorité des blessures d'entraînement, c'est ça. Entre autres, quand tout le monde va revenir du confinement, ils vont sûrement se blesser au gym, malheureusement. C'est vraiment ça. Fait il y a ça que j'ai un œil pour regarder la programmation parce que j'ai quand même une base là-dedans. Mais j'essaie de faire ma propre idée sur une évaluation de comment la personne bouge. Puis surtout, l'historique. Tu sais, admettons, la première fois que je vois quelqu'un, la première demi-heure, je fais juste lui parler. Okay. Tu sais, historique médical, problèmes médicaux associés et aussi son histoire. Okay. Fait que je dirais que ça, c'est plus important même que le test physique. Parce que j'ai habituellement 90% de ma réponse dans la première partie de l'évaluation. Okay. On a parlé de référencement dans les autres podcasts, référer à quelqu'un d'autre, des fois qui peut t'aider. Moi, comme je dis, j'ai pas de problème à le faire. J'ai, on va dire, dans ma boîte, j'ai un physio, j'ai un ostéo, j'ai un masso, beaucoup de professionnels différents. À quel moment tu dirais qu'un entraîneur devrait là référer à un physio? Sûr, le client, c'est déboîter les pas, la réponse facile, là. Mais t'entraînes ton client, puis à quel moment est-ce que tu dirais, OK, là, je pense que ce serait bon que tu ailles voir un professionnel pour t'aider? Ouais. C'est quoi les types de choses que les entraîneurs devraient regarder? Parce que pas tout le monde qui a la même capacité de scanner un client puis de voir un défaut dans un mouvement. Surtout les débutants, on s'entend. C'est sûr. Fait quand est-ce que tu penses que ce serait bon moment de dire, encore une fois, à part si c'est déchiré quelque chose, là, faudrait que je le réfère à un physio? Je crois que, premièrement, la première fois que tu vois quelqu'un, son historique médical est super important. Fait qu'il va te dire, j'ai mal aux genoux, aux épaules. Puis, sans vouloir l'évaluer, tu vas se garder ça en tête quand tu vas regarder le coacher. Fait que pas nécessairement le révéler tout de suite s'il se plaint de rien. Ouais. Par contre, si à travers les semaines, il se plaint tout le temps de la même chose, ça revient tout le temps. Même si ça n'a pas besoin d'être une douleur. Ça peut être juste, à chaque fois que je fais des bras, ben ça me tire ici. Je suis comme, OK. Puis là, tu essaies de faire les ajustements, tu essaies de descendre le volume, monter le volume. Mais c'est tout le temps, ça dure 24 heures ou 48 heures, mais c'est tout le temps à la même place. Mais sans être blessé, avant que ça devienne une blessure, ça, c'est une raison de référencement. Okay. Puis c'est rare que le professionnel en question va le garder juste pour lui. Au contraire, il va dire, continue à t'entraîner. C'est juste qu'on va essayer de travailler à travers ça. Ouais. Il y a aussi tout ce qui est traumatique, là, on s'entend, là, dans un entraînement, si ça te fait mal, puis ça reste pour plus que 48 heures. Ça, c'est un signe que c'est plus que raqué. Okay. En s'entendant à 2 heures, t'es raqué 48, max 72 heures. Ouais. Si ça dépasse ça, puis c'est quand même assez local, puis ça t'empêche de... Tu te réveilles le matin, t'es en douleur, des choses comme ça, vous voyez? Tout ce qui est neural, des engourdissements, des picotements, des choses comme ça, ça rentre aussi dans ce potentiel contexte-là. Puis nous, au besoin, on va référer à d'autres professionnels si on voit le besoin. Fait que je dirais ça. Je dirais des plaintes des plaintes communes, mettons. Okay. Souvent, on va voir, j'ai toujours mal aux genoux, j'ai toujours mal à l'épaule, mais des fois, il y a souvent de quoi à faire. Là. Une chose que tu as dit qui m'a cliqué, il y a beaucoup de types de physio différents, juste de comment faire sa job, comme n'importe quel autre métier. Comme que tu le sais, moi, je référais jamais à des physios avant parce que j'ai jamais trouvé un que j'aimais la méthode qu'il appliquait avant de te trouver toi, que même moi, je suis allé voir pour mes blessures qui sont maintenant réglées. Ça, c'est quand même gros. Là. 7 ans de blessures, il les a réglés en peu de temps. Là. Solide, le gars. Là.
moi, qu'est-ce que je voyais beaucoup des physios, justement, avant, c'était bouger un petit peu, des étirements, des petites affaires, puis ça me gossait tellement, c'est pour ça que je référais jamais. Puis toi, c'est des méthodes pas complètement différentes, mais tu vas faire squatter ta cliente avec une ceinture qui a 500 livres dessus, malgré son problème de genou, puis ça l'améliore. C'est des affaires que tu vois pas en général. Qu'est-ce qui t'a amené à, on va dire, ta façon de faire? On pourrait dire, celle-là, ça meurt, peu importe. Pour toi, ce que tu fais, j'imagine, c'est la meilleure chose que tu penses que ça doit être. Qu'est-ce qui fait que tu t'es arrivé à cette méthode-là qui est des fois très différente des autres personnes, des autres physios? Ouais. En fait, en faisant des stages, en regardant la façon de faire, puis en étant inspirant de, tu sais, sur Instagram, tu suis beaucoup de physio aux États-Unis, puis comment ils font leurs approches plus fonctionnelles. Puis je me dis qu'il y avait un gap dans tout ce qui est réadaptation de personnes athlétiques. On disait que la personne athlétique, ses besoins n'étaient pas nécessairement comblés, ou les physios, on est super bon pour le sortir de la douleur. Mais après, comme, hey, il reste de quoi, là? Je veux bencher 3 plates, je veux squatter 2 plates, je veux squatter 3 plates. Il y a un gap, là. Puis oui, l'entraîneur a sa job à faire. Mais quand tu reviens d'une blessure, il faut que dès le jour 1, tu traites ton patient comme un athlète. Ça, c'est souvent oublié parce qu'on était entre deux murs de carton, puis on était avec des machines à chaleur. Fait que ça, c'est pas ça qui va guérir ton problème à long terme. Mais il faut que dès le jour 1, si tu donnes un petit exercice plate de fessier ou de cheville, là, puis c'est plate à faire, puis je sais que c'est plate à faire, mais il faut que dès le jour 1, ils comprennent c'est quoi à la fin, comment ça lie à la fin. Okay. Puis dès que ce lien-là est fait, la personne va adhérer au plan d'entraînement, puis ça va bien fonctionner. Mais c'est vraiment de mettre la fondation dès le jour 1, puis pour qu'ils comprennent pourquoi il fait chaque étape du plan. Là. OK. Puis, qu'est-ce que tu dirais, je suis pas une petite affaire là-dessus, les physios qui donnent beaucoup d'étirements, mais toi qui donnes, même si tu en donnes un peu, tu as quand même beaucoup plus de choses actives que de choses passives. C'est quoi la différence pour toi là-dessus? Exact. Je trouve que l'étirement est très surutilisé. La meilleure chose pour prévenir des blessures, c'est du renforcement. Fait que c'est rare, je trouve que quelqu'un est vraiment, vraiment raide pour être raide. Fait que, puis même s'il est raide pour être raide, un étirement, ça a été montré dans les études, il faut que tu étires un muscle 5 à 10 minutes par semaine pour avoir un effet sur 4 à 6 semaines. Fait que tu fasses 5 minutes par jour, c'est un peu inutile. Tu vas faire trop pour ta job. Fait que, mettons, si je trouve vraiment, puis c'est rare, mais si tu as vraiment besoin d'étirer quelque chose, oui, il faut que tu l'étires, fine. Il y a plusieurs façons comment faire un étirement. Mais 2, après, si tu n'appliques pas ton range que tu viens de gagner dans un mouvement après, tu vas le perdre. Fait que ça sert à rien de tirer tes lats si après tu peux pas aller chercher overhead la barre. Fait que il va toujours avoir un genre de cursus de mobilité à activation à du renforcement, mais tout sera lié sur le end goal de lifter par-dessus ta tête, aller chercher un de même. Fait que c'est le continuum. Fait que oui, des fois il y a plus d'affaires, mais j'ai fait pour moins de temps pour aller. C'est la combinaison qui va aller chercher ce que habituellement un physio veut faire comme un étirement. Mais c'est pas juste un étirement. C'est pas en étirant ton épaule que ton épaule va devenir plus fort dans ce range-là. Ouais. C'est comme ça. Je me dois de faire ma job d'animateur puis de faire. C'est comme la pause. Je suis comme un gars à radio. Moi, il faut que je vous dise quand même que le show d'aujourd'hui est présenté par l'école de formation Entraîneur en Feu. C'est notre académie pour devenir entraîneur. Que vous soyez entraîneur à la maison ou que vous voulez parfaire vos connaissances ou si vous partez de zéro, on peut vous aider avec ça. Évidemment, on ne parle pas de physio aujourd'hui, on ne parle pas de kin, on parle d'entraîneur privé pour entraîner des clients. Et en tant que spectateur, si tu t'es rendu jusqu'ici, on te donne 10% de rabais avec le code SHOW10, show off comme gamme, SHOW10 sur entraîneurenfeu.com. Moi, je veux qu'on poursuive en disant justement, physio, c'est beaucoup d'études. Moi, on ne veut jamais diminuer la valeur des études. Pour nous, c'est super, super important. Évidemment, il y a plusieurs personnes, dont moi, qui ont juste suivi plusieurs formations professionnelles pour être entraîneur privé. Et pour moi, ça me satisfaisait. Des gens à la maison qui nous écoutent, que ça va être la même chose aussi, qui veulent simplement entraîner leurs clients le plus vite possible. Et notre jargon, c'est tout le temps, fais des formations, fais pas ton Instagrammer qui a juste une compétition qui s'improvise entraîneur. La santé de tes clients, c'est important. Donc, fais des formations pour savoir de quoi tu parles. Est-ce que ce serait intéressant pour un entraîneur? Évidemment, là, il y en a peut-être qui vont t'écouter, qui vont dire « Esti, j'aimerais ça devenir physio peut-être, puis ça va réorienter leur carrière. » Un entraîneur tout court, est-ce que ça peut être intéressant d'aller suivre des bases ou au moins des formations complémentaires vers un minimum de rehab? Ou est-ce que tu recommanderais en tout temps de juste recommander à un professionnel? Est-ce qu'un minimum, au moins de connaissances, je pense, en rehab, ça peut avoir de la valeur pour un entraîneur? Oui, 100%, ça aurait de la valeur. Il faut vraiment que la ligne soit faite de où qui reconnaît son champ de compétences, par contre, puis qui ne mette pas la santé de la personne en jeu. Le côté humble qu'on parlait tantôt. Le côté humble, puis juste, tu sais, quand tu es entraîneur, puis tu n'as pas nécessairement d'ordre d'association, tu n'as pas aussi de protection en tant que tel. Il y a tout l'aspect légal qui rentre là-dedans aussi. Mais oui, tu sais, je trouve que ça devrait être la base aussi. C'est toi de reconnaître des signes de
quand c'est plus qu'une douleur, je m'en fous de la pathologie à la limite. T'sais. Quand quelque chose n'est pas normal, quand c'est quelque chose qui devrait être hey, c'est pas normal, ça, j'ai fait ce mouvement-là, il y a mal quelque part d'autre, puis là, ça l'empire depuis 3 jours. Comme reconnaître ces signes-là, ça, c'est pertinent. Okay. Dans tout ce qui est analyse de mouvement, puis regarder, oui, ça c'est bien, puis comment tu l'amènes dans ta façon, c'est différent. Mais en termes de réadaptation en tant que tel, je pense que surtout reconnaître les choses qui sont pas bien, ça, c'est vers la plus importante. Plutôt que les traiter, plutôt les reconnaître, comme tu disais tantôt, d'avoir justement un bon œil critique d'un point de vue où est-ce qu'il y a une situation. Je pense que beaucoup de personnes, justement, des coachs, n'ont pas cet œil critique-là, puis ils vont juste faire comme « Ah, il n'y a rien » ou « Ah, ben, fais pas ce mouvement-là, fais autre chose à la place. » Si tu as les connaissances pour au moins visualiser puis reconnaître le problème, ça va t'aider à mieux référer par la suite avant qu'il y ait une pire blessure qui pourrait en suivre. Ou reconnaître, mettons, il y a mal à l'épaule. OK, épaule, fine. C'est-tu quand il pousse? C'est-tu quand il tire? C'est-tu quand il va en rate externe, en rate interne? Juste ça, au moins pour passer à... Tu sais, la première étape serait d'en faire moins ou de diminuer la charge, diminuer le volume, dans des mouvements qui identifient. C'est pas, OK, c'est un press qui a mal. Pourquoi? C'est-tu le départ? C'est-tu la poussée? C'est-tu le fait comment il pousse sur l'épaule? Fait que, tu sais, juste ça. Puis s'il modifie certains facteurs, volume, ça, puis il se donne, mettons, une semaine ou deux à essayer de faire des modifications, puis il n'y a aucun changement, ça serait ça un peu la partie comme, OK, j'ai atteint ma limite de ce que je sais, il faut que je réfère, à la place d'étirer ça longtemps. Okay. Juste savoir comme il est sensible à quel genre de mouvement, puis comment potentiellement les modifier. Okay. Parce qu'à un moment donné, c'est bien beau que overhead press, ça fait mal, fait que fais-le pas, OK, sauf que si on fait juste toujours t'enlever des mouvements, ce qui n'était pas capable, oui, ça te fait mal, fais-le pas 100%, mais le but, c'est que n'importe qui devrait être capable de faire overhead press, fait qu'il faut que tu sois capable de revenir à ce mouvement-là. Exact. Je prends cet exemple-là parce que c'est meilleur pour moi que j'étais juste pas capable. C'est juste, puis c'est mon but, comme tu as déjà dit toujours, c'est pas d'avoir un 180 degrés puis pousser 200 livres, là, d'être capable de mettre mon bras là sans que ça fasse mal. Ça, déjà, c'est quelque chose, là. Ouais, exact. Fait que, tu sais, puis c'est rare que la personne peut rien faire du tout, ce mouvement-là. Mais t'as-tu essayé un landmine press? T'as-tu essayé de faire de quoi horizontal? Des fois, puis là, si tout marche pas, mais tire. Tu sais, c'est comme des petites affaires de même que tu peux essayer de travailler à travail, puis là, ça marche vraiment pas. Ben, tu sais, c'est des petits cues comme ça que ça serait bien utile à reconnaître. Là. Super intéressant. Moi, dernière question pour toi aujourd'hui, c'est une question qui m'a fait rire quand je l'ai écrit, parce que quand j'ai demandé comme d'apprendre à te connaître un peu plus, on a parlé de CrossFit. Ouais. CrossFit, je pense que dans le monde des entraîneurs aussi, il y a beaucoup de personnes qui sont tout le temps « CrossFit, c'est dangereux. » Il y a souvent des blessures. Comment tu te sens vis-à-vis un physio qui traite beaucoup de blessures, mais qui fait un sport qui est souvent jugé plus dangereux que le reste ou qui occasionne plus souvent des blessures, justement? Ouais. Si on regarde la littérature, c'est quand même drôle. Ça n'a pas été montré que le CrossFit fait plus de blessures que d'autres. Au contraire, c'est des rates en dessous de la course, des sports de contact, puis très similaires à la gymnastique, puis des choses comme ça. Fait que c'est démystifié un peu. Parce que souvent, la personne va faire juste comme « Ah ben j'ai mal » ou « j'ai raqué ». Fait qu'il y a ce côté-là. Ceci étant dit, je crois que le CrossFit a quand même beaucoup évolué depuis 2009. Okay? Au début, c'était souvent go, puis tu mixes 3 mouvements ensemble, tu vas pousser, puis là, j'ai mal aux épaules. OK, ouais, no shit. Là. Mais je crois que depuis 10 ans, 15 ans, ça a quand même pas mal évolué. Okay. Les entraîneurs sont plus smart aussi. Encore une fois, tout dépend de la programmation que tu suis puis de l'entraînement. Oui, je dirais, moi, j'arrête pas de regarder le mouvement et corriger le mouvement, mais je serais prêt à dire que 80-85% des blessures, tout lié à la programmation. Là. C'est tout lié à, genre, les épaules reviennent tout le temps, par exemple. Tu fais un burpee, tu fais un overhead press, puis tu fais un push-up, là. Ah, mais c'est des mouvements différents. Ouais, mais pas de temps. Genre, tu sais, c'est comme, tu sais. Puis monsieur, madame, tout le monde va tolérer certains volumes de mouvements comparé à d'autres. Fait que, il y a tout l'aspect coaching programmation qui a beaucoup plus d'importance que le mouvement en tant que tel. Après, on va corriger le mouvement, la mobilité puis tout ça. Mais je crois que s'il y a un coach qui est assez compétent pour reconnaître ces variables-là puis quand alterner certains patrons de mouvement, tu es déjà dans la bonne direction. Bien sûr, ça va aller beaucoup avec le centre parce que j'ai travaillé dans plusieurs centres de CrossFit. Ça va être entraîneur de CrossFit, juste entraîneur que je joue un bureau dans cette place-là parce que j'aime quand même ça. Puis j'en ai vu un entraîneur avec quelques clients, un entraîneur avec 20 clients. Fait, je pense que ça, c'est quand même une grosse différence parce que j'en ai vu des gens de CrossFit que chaque programmation était sacoche, d'autres que c'était vraiment chier. Tu regardes ça, c'est sûr que ton client se blesse, puis pas parce que fait du CrossFit, juste parce que ce que toi tu donnes en ce moment, ça reste que c'est complètement à chier. Fait que ça, moi, je trouve que ça, c'est intéressant quand tu dis juste ce chiffre-là, parce que il y a encore des blessures reliées à ça. Au moins, il y en a de moins en moins, puis je pense que c'est l'intelligence reliée à ça qui fait une bonne job aussi. Justement, j'avais fait un cours, là, environ 2-3 ans.
Évidemment, c'était pas un plus de base. J'avais commencé un peu plus élevé parce que je suis un esti d'égo de merde. Mais au final, je l'avais fait. Puis c'est sûr que j'ai déjà premièrement des connaissances, des patrons moteurs, je veux pas, qui sont déjà développés. Puis je veux dire, je m'entraîne déjà. Fait que ça a quand même bien été, mais j'étais brûlé pour 3 jours après. Mais je m'étais dit, si quelqu'un de débutant qui a justement pas nécessairement autant d'expérience dans le gym commencerait ça, je me suis dit, mais il va se blesser. C'était la perspective que j'avais vis-à-vis ce cours-là. Fait qu'est-ce que c'était justement une mauvaise structure de cours avec un entraîneur qui était juste comme, justement, quasiment comme un cours de groupe, mais version CrossFit, que je trouvais que c'était un petit peu intense. Mais comme il l'a dit, peut-être que d'avoir plus des coachs one-to-one ou avec des groupes plus réduits et des bons coachs tout court, doit faire une grosse différence. La partie débutant aussi, juste avant que tu le dises, là, je trouve que la partie débutant, ça fait une grosse job parce que c'est un sport qui est souvent très avancé. Quand c'est fait par un débutant, comme tu dis, c'est la programmation. Si le coach, là, t'es débutant, c'est quand même affaire que tous les autres, t'es quasiment sûr de te blesser. Fait que ça, je pense que c'était ça qui était moins personnalisé avant que là, même des entraîneurs, comme n'importe quel autre métier, se sont améliorés. Fait que ça, c'est une bonne chose. Moi, je crois que dans un monde idéal, le premier 5 cours là, de quelqu'un devrait être du one-on-one. En fait, la première, potentiellement, elle va être vue par un physio. mais il serait analysé, il serait screené. Fait que là, puis là, les notes seraient transférées au coach qui dit « Hey, check, jette un coup d'œil à ça quand il fait tel mouvement pour quelques semaines, puis si ça ne travaille pas, on retravaillera ensemble. » Mais tu sais, va l'entraînement et peut-être pas nécessairement évite tel mouvement, mais pour les prochains mois, elle va faire des keeping pull-up, bâtit sa force de strict. Fait que tu sais, comme tir. Fait que tu sais, ça, c'est des choses de base que peut-être dans la formation de CrossFit de base, on parlait d'entraîneur, mais c'est la même chose avec un entraîneur. Tu sais, CrossFit, tu fais une fin de semaine pour être formé. Des entraîneurs aussi, tu peux, vous le savez, il y a des entraîneurs qui se disent je suis entraîneur. C'est ça, exact. C'est ça. Fait que tu sais, il y a toujours ce challenge-là. Fait que tu sais, c'est un peu le même concept de dire comme fais pas des keeping pull-up si tu n'as jamais tiré quelque chose de ta vie. Ça va faire le coach qui va faire la grosse différence là-dessus. Ouais. Super. Nicolas Bibic, physiothérapeute, à quel endroit est-ce qu'on peut te retrouver ou travailler avec toi? Mon bureau est au DECA, DECA CrossFit à Blainville. Voir la seigneurie sur Blainville. Vous pouvez m'écrire, email, Instagram. Nick Baramba Rehab to Perform, c'est mon entreprise. Rehab to Perform. Puis j'ai une page Facebook, un site internet, puis Insta. Merci beaucoup, Nicolas. Merci, Gab. Merci aux gens à la maison. J'espère que vous avez apprécié. C'était super intéressant. Ça fait différent, justement, d'avoir une autre profession comme ça. De voir quand même beaucoup de similitudes dans le fond de choses qui se rejoignent, mais qui est quand même un univers complètement différent. Donc, on vous rappelle à la maison que si vous êtes entraîneur, toujours venez proposer d'autres professionnels à vos clients si vous avez des choses que vous n'êtes pas certain de pouvoir aider vos clients. C'est quand même la santé de vos clients qui est en jeu. Fait que c'est apprécié à la maison, un partage est toujours super apprécié. Je vous rappelle que vous avez le 10% avec Show 10 sur entraîneurenfeu.com. Si vous voulez revoir l'épisode ou tous les autres épisodes, c'est disponible en podcast sur Apple Podcasts et Spotify, et sinon en vidéo sur YouTube et sur Facebook. Et nous, on se voit la semaine prochaine pour un prochain podcast. Bye guys. Ciao.